devant moi, je n'ai pas dit devant quelqu'un, une femme d'un colon, elle dit qu'elle n'a jamais vu un corps d'un noir. S'il meurt, il est comment? Et s'il change. Et son mari dit à son, je dirais, domestique qui est là, il dit, grimpe au cocotier là, tu vas nous cueillir le noix de coco. Le bonhomme grimpe, il reste là-bas, il tire dessus, il tombe, il dit voici le mort. Bonjour à tous et bienvenue sur Mémoire et Identité, l'émission qui retrace le parcours incroyable de nos parents. Aujourd'hui, nous sommes dans le département du Val-de-Marne, plus précisément à Vitry-sur-Seine. Si nous sommes dans cette ville, c'est pour aller à la rencontre d'un homme qui, malgré son âge avancé, a su conserver une mémoire intacte. Ne sachant ni lire ni écrire, il commence à l'école à l'âge de 15 ans, en classe de CP. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, notre invité n'a pas eu la chance d'avoir une enfance joyeuse. Dès l'âge de 8 ans, il débuta les travaux forcés imposés par le colon. Malgré tout, il a su s'accrocher, persévérer, jusqu'à être aux côtés du président, M. Laurent Gbagbo. Un parcours de vie triste, mais plein d'enseignements à la fois. J'ai eu la chance de le rencontrer et surtout d'échanger avec lui, face caméra, mais surtout en privé. Né en 1937, il a connu la colonisation, les indépendances africaines, tous les présidents de son pays, de Houphouët à Ouattara. Une vie bien remplie. Je le surnomme le Highlander africain. Entre galère et réussite, vous découvrirez à travers son histoire que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Avant de l'écouter, place à la story de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pour capitale Yamoussoukro et non Abidjan. Sa superficie est de 320 000 km². Sa population est estimée à 30 millions d'habitants. La langue officielle du pays est le français et la monnaie, le franc CFA. Dans ce pays, les habitants cohabitent en bonne harmonie. Malgré les différentes religions et les différentes ethnies, les Ivoiriens ne voient aucun problème. Bien au contraire, chez eux, la tolérance et le respect comptent beaucoup. D'ailleurs, le pays se compose de plusieurs ethnies. On y retrouve les Wè, les Baoulés, les Djola, les Malinké, les Bété, les Sénoufo, les Yakouba, les Hénin et d'autres ethnies moins nombreuses. Le peuple ivoirien est connu pour son accueil chaleureux, sa joie de vivre et surtout pour son côté chambreur sans retenue. Ce qu'on retiendra, c'est que la Côte d'Ivoire est un exemple en termes d'infrastructure et surtout d'émergence économique dans l'ouest de l'Afrique. Après vous avoir raconté une petite partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire, place à celle de M. Bézon. Bonjour à tous et bienvenue sur Mémoire et Identité, l'émission qui retrace le parcours incroyable des parents. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui a su traverser les époques. Il est avec nous, il a accepté de venir témoigner sur Mémoire et Identité. Et écoutez bien, son histoire est vraiment passionnante. Monsieur Blesson, comment ça va? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Très bien. La vie est belle? Ben oui, ça fait partie de la vie et on le vit. Tout va bien alors? Tout va bien, très bien. Super. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter pour nos invités, s'il te plaît? Je m'appelle Jean Blaison. Mon nom d'identité, c'est Blaison. Le prénom, c'est Jean. Et je suis né le 15 juillet 1932 dans un village sur la montagne en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kekloubli, et qui est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis de la région Wè. En particulier, avant, on trouvait ces mâts. On appelle notre cercle de mâts. Nous faisons partie de ces cercles dès l'arrivée des colons. Donc toi, tu as connu les colons, hein? Parce que tu m'as dit que tu es né en 1932. Oui. Ok, bah tu vas nous parler de ça. Alors, juste avant de poursuivre, j'aimerais savoir la signification de ton nom. Mon nom
c'est un nom proverbial. Mhm. C'est d'abord, on a sauté le préfixe de ce nom. C'est Nyon Blesson. Nyon Blesson, qui veut dire la manière que l'homme commande son prochain, la manière qu'il peut diriger son prochain, la manière qu'il fait s'associer avec son prochain pour faire les œuvres, les grandes œuvres de la nature. Voilà la signification de mon nom. Et ça fait partie de quelle ethnie? Cela fait partie des ethnies Ouais. 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 W-E à 100 grammes. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ethnie? Parce que moi, quand j'entends parler de la Côte d'Ivoire, c'est pas l'ethnie qui me vient en premier, le ouais. Je ne sais pas si vous êtes nombreux, je ne sais pas où elle est située. C'est nous qu'on appelle le Grand Ouest en Côte d'Ivoire. Le Grand Ouest, je vais citer le nom géographiquement pour que ceux qui ne connaissent pas et qui connaissent les grandes villes puissent mieux connaître. Aujourd'hui, les choses ont changé. Lorsque, sous le Houphouët, on est resté comme la ville dominatrice s'appelle Ma. Ok. Et Ma, on l'appelait Ma 18 montagnes. C'est cette grande ville, très belle d'ailleurs, est entourée de montagnes. Et en hiver, ici, chez nous, nous avons le printemps dans nos montagnes, même quand il fait chaud. Ce n'est pas comme aujourd'hui parce que les montagnes, on les a décoiffées. Ils ont travaillé dessus, ils ont bâti les arbres. Mais avant, c'est là même, on recevait ce qu'on appelle la brume des flocons, Ouais. à peu près. Et c'est une région très belle que les Blancs, les colons adoraient. C'est là se trouve le mont Tonkui. Tonkui, très bien. Ce mont qui fait, si je ne me trompe pas, peut-être, il fait 1700 d'altitude. Mais arrivé, comme il y a eu des changements de président sous Gbagbo, les Ouais se sont retirés de Ma. Chaque groupement a sa préfecture et ses sous-préfectures. Ils sont un peu dispersés alors. Voilà. Et là, maintenant, nous avons notre sous-préfecture qu'on appelle Kwibli, de la même région. On a Fakobli, on a Kwibli, on a Bangolo, on a Djoukoué, on a tous les plaies, on a Giblo, on a Taï, on a Broliquin. Et tout ça, c'est les grandes villes de Ouais. Et ouais, d'accord, ça marche. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer ta jeunesse en Côte d'Ivoire? Parce que là, on va rentrer vraiment dans les histoires où même moi, je n'imaginais même pas. Je vous remercie. Parce que si j'ai ri, ma jeunesse était un peu chaotique. Et d'ailleurs, je ne suis pas un jeune homme qui a fait la jeunesse. Je ne connais pas ce que c'est. Parce que déjà, entre mes 8 ans jusqu'à atteindre 10 ans, les travaux forcés sont tellement quelque chose de dramatique. Mais quand tu dis travaux forcés, c'est quoi exactement? Les travaux forcés, c'est qu'on vient réquisitionner dans les villages. Ça a passé au Sénégal, au Mali, en Guinée.
Casamance. Il y a à Dakar, il n'y a que la région de Saint-Louis qui ne font pas travaux forcés. Mais les travaux forcés, c'était fait par qui? Les travaux forcés, les colons rentrent dans votre village et ils choisissent qui va aller travailler pour faire la route, pour travailler sur la route, comme une machine, par exemple. Donc, il n'y avait pas de machine pour faire la route. Voilà la forêt, il y a des bois. Et on va au village, on dit telle personne, il est capable pour couper ce bois-là. Mais excuse-moi de te couper, il se basait sur le physique? Oui, ta carrure. On regarde ta carrure. On regarde si tu es en bonne forme et puis tu es en bonne santé. Mais pour eux, 8 ans, pour eux, c'était déjà apte à travailler dans les champs ou dans les forêts ou pour couper du bois? Parce que 8 ans, c'est un bébé. Quand vous ne connaissez pas des Blancs. Bon, moi, je les connais par rapport à ici. Hein. Oui, mais ici, regardez-les bien. Regardez-les, vous marchez avec Blanc. Le faible qui veut l'attaquer là, ils ont 3, 4, 5. Après, quand on les attrape, ils disent qu'on s'amuse. Pour eux, c'est un jeu. Et ils sont en train de faire, ils peuvent vous tuer en faisant des jeux. Devant moi, je n'ai pas dit devant quelqu'un. Une femme d'un colon, elle dit qu'elle n'a jamais vu un corps d'un noir. S'il meurt, il est coma. Et s'il change. Et son mari dit à son, je dirais, domestique qui est là, il dit, grimpe au cocotier là. Tu vas nous cueillir le noix de coco. Le bonhomme grimpe, il reste là-bas, il tire dessus, il tombe, il dit voici le mort. Excuse-moi. Là, ce que tu viens de me dire, c'est qu'à l'époque, oui, une femme, elle ne savait pas comment était un cadavre d'un jeune noir. oui. Elle demandait à son mari est-ce qu'il était possible de lui livrer un corps. Oui. Et donc le mari demandait à son valet d'aller monter au-dessus d'un arbre pour aller cueillir des noix de coco et il l'abattait. Oui. Juste pour montrer à sa femme. À sa femme que le corps, comment il est. Mais toi, tu l'as vu de tes propres yeux? C'est mes frères qui étaient. C'était passé dans la région de Soubré, par là. C'est mes frères qui ont vu et qui ont raconté ça. Et c'était grave. Et ces blancs-là, dès que c'était passé, ça a fait du bruit dans toute la Côte d'Ivoire. Mais les colons l'ont pris, lui et sa femme, on les a embarqués ici, c'est tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Maintenant, dans cette jeunesse dont tu me demandes, ma jeunesse était chaotique. Moi, ce que j'ai vu dans ma jeunesse, dans mon village, on a frappé. Les colons sont venus pour réquisitionner les gens dans le village. Il leur faut une douzaine d'hommes. Et la jeunesse, parce que quand les Blancs arrivent comme ça, on fuit. Tout le monde rentre dans la forêt. Ah oui, vous avez peur à ce point-là? Oui. Même moi, arrivé ici à Paris, j'ai déjà peur. Et pourtant, j'ai dit, je vais reconnaître. Et mon oncle, qui était notable de la famille, on lui demande, c'est toi qui es notable, il faut donner nous les 12 personnes. Il dit, vous ne pouvez pas. D'abord, vous venez d'arriver,
on vous accueille d'abord, vous allez manger, et puis nous, on va se retirer pour chercher les gens qui vont partir avec vous. Non. Ils ont commencé à le battre avec les verges jusqu'à ce qu'on lui casse ses testicules. Ouais, les testicules. Oui, les testicules. On lui casse par terre là. Le sang a commencé à couler. Mais ce n'est pas de leur problème. Ils étaient sans pitié à ce Non. Non. Quand on dit, quand le blanc dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est nous qui dialoguons. C'est le noir qui dialogue. Le blanc, il ne dialogue pas. Il a voulu, il veut le faire, il le fait. Et puis il s'en va. Il n'y a pas compromis. Non. C'est oui ou c'est non. Et cette jeunesse, je l'ai traînée à 13 ans. On m'a recruté et je me suis trouvé aussi sous la route des travaux forcés. Et c'est les parents. Et 1943 à 1947, c'est les parents, ma mère et ma grand-mère, qui mettent le repas sur la tête chaque 7 jours pour venir me livrer sous la route, parce qu'on n'est pas nourri. La nourriture que nous recevons, c'est les chicottes. Bon. Si on te voit que tu as les parents qui viennent chaque fois te donner la nourriture, ce n'est pas tout le monde qui reçoit ces nourritures sur la route. Il y a d'autres parents, ils habitent très loin. Donc, si toi, tu es gentil, tu manges avec quelqu'un, d'autres qui ne mangent pas, s'il a faim, ben, ils vont te frapper pour t'arracher ce que tu as. Hein? Donc, il faut trouver un moyen pour que vous mangez, tout le monde mange ensemble. Ça a été une jeunesse assez rude quand même. Hein. C'est vraiment très, très, très rude. Cette jeunesse, je l'ai traînée jusqu'à 47. Bon, mon père qui a été réquisitionné, qu'on a envoyé sur la route. Ah, le papa aussi, il a été réquisitionné? Oui, lui, ce n'est pas à travaux forcés. On l'a transféré en Europe ici pour la guerre de 39-45. Comme il est grand, comme moi. Il est fort aussi. Il est très fort physiquement. Donc, pendant 10 ans, il est parti sur la route. On n'a jamais eu ses nouvelles. Donc, ton père, ils l'ont réquisitionné pour la guerre? Oui, il est réquisitionné pour les travaux forcés. Ah, d'abord. Ok, d'accord. Hein, pour les travaux forcés. Et des travaux forcés, maintenant, sur la route, on le réquisitionne pour aller faire la guerre. Et pendant 10 ans, tu n'avais plus de nouvelles? Il n'y a plus de nouvelles. Et on a fait des funérailles. Il est mort. On nous dit qu'il est mort. Bon, il est mort. Mais le grand-père dit, si lui n'a pas vu le corps de son fils, donc son fils n'est pas mort. Mais c'est à 47, septembre 47, que le gars, il vient en permission et c'est là il rentre au village. Donc 10 ans après, ton papa, il est revenu? Il est revenu au village, il était en perme. Et arrivé là, c'est là, il est venu, il dit, bon, dans ce cas, je veux... Où est mon fils? On dit, ton fils est sous la route. Et d'un seul coup, bon, il n'y a pas le transport à cette époque-là. Il n'y avait rien. Donc, il a commencé à marcher jusqu'à arriver à Mans. Il est allé voir le commandant des cercles.
Il dit, il y a mon fils qui est en train de faire les travaux forcés. Et dans les règlements, si quelqu'un le perd, même le village, si il y a un militaire dans un village, ce village-là, il doit être reposé des travaux forcés pendant 1 an. On ne va pas aller réquisitionner les gens là-bas. Et les enfants des militaires n'ont pas le droit de faire travaux forcés. Donc, ce qui t'a sauvé, C'est c'est le fait que ton papa soit soit gradé. Oui. Ça veut dire que pendant combien d'années tu as fait des travaux forcés? C'est de 43 à 47. Quand même, hein? Ouais. Et c'était quoi? C'était creuser, couper du bois? Ben, c'est pour faire les routes comme ça. Donc, c'était même pas de machine, c'était vous-même. Ah, c'est l'homme qui a fait Si vous voyez les rues, les grandes rues à travers des villes, là, ce n'est pas les machines qui les a fait. Hein. Mais quand tu parles de ça, ça veut dire que... Attends, parce que là, je me gratte un peu la tête, ça me choque un peu. Les routes qu'on voit dans les villages, Ouais. si on prend ton village ou dans ta zone... Je prends même Dakar. Je prends Saint-Louis à Dakar. La route qui a été faite là, c'est l'homme qui l'a fait. Ce n'est pas la machine. Je prends Ziguinchor à Dakar. La route qui a été faite là, c'est l'homme qui l'a fait. Ce n'est pas une machine. Waouh, 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 waouh. Mais tu as eu une jeunesse compliquée, hein? Mais c'était la jeunesse africaine avant, comme ça. Shit. En tout cas, bravo d'être venu témoigner parce que franchement, moi, ça me touche. Et des histoires comme ça, on n'en a pas souvent. Oui, mais ceux qui doivent raconter ces histoires, vous savez, nous les Africains, nous avons un problème. On ne pense pas à ceux qui vont arriver. Et quelque chose qui est là, on dit c'est pas grave. Et on les laisse tomber. Mais vous êtes ici là. Est-ce que la guerre de 1918, oui, 1918 à 14-18, cette guerre de 14-18, est-ce qu'on ne le voit pas à la télé? On voit des archives. On voit des archives. Mais c'est pour dire, il ne faut pas que ça se répète. Mais chez nous, si c'est passé, c'est passé. C'est vrai. On le clôt. Exactement. Et ça, c'est un défaut, ça. Et ça n'arrange pas la jeunesse. Merci. Et aujourd'hui, l'homme noir ne connaît même pas son histoire. Il ne sait même pas que c'est lui le patron de la terre. L'homme noir ne connaît pas que c'est lui le patron de la terre. Hein? On te dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, qui était là? Et qui est le patron de cette Afrique? Est-ce que c'est les Blancs? Ouais. Donc, tu as été le patron de la terre et tu ne connais pas l'histoire de cette terre-là. Cogiter. Hein. Là, il faut cogiter parce que ce qu'il a dit, c'est profond. Ah, je suis d'accord. Hein. On te dit, ton pays-là, qu'on appelle l'Afrique, on dit que c'est le berceau de l'humanité. C'est là que tout le monde est né. Mais tout le monde est né là. Qui était là? Qui est le patron de cette terre? On nous dit, ouais, on nous montre les pharaons. Les pharaons sont blancs. Mais les pharaons en Afrique ne sont pas blancs. Hein? On nous montre Jésus. Jésus est blanc. Mais Jésus n'a jamais été blanc. On nous montre Moïse. Moïse est blanc. Mais Moïse n'a jamais été blanc. Hein? Si on me dit, oui, comment il s'appelle Mohamed, à la peau, c'est un arabe blanc, je l'admets. Parce que l'islam est arrivé en 600 après Jésus. Hein? Mais avant Jésus, l'islam n'était pas là. Lorsqu'on partait, les gens partaient à Canaan
pour dire qu'on envoie les Juifs à Canaan. Ce n'est pas les Blancs que Moïse a envoyés à Canaan, c'est les Noirs. Bon, ça pousse à la réflexion et je pense que nos téléspectateurs... Et ça, je vous ferai une démonstration, si vous voulez, un jour, avec mon bouquin, hein, que j'ai nommé l'histoire de l'homme noir dans la vérité. Hein. Je vous ferai une démonstration. Hein. On sera ravis justement de te recueillir avec ces bouquins-là pour que tu nous les présentes. Franchement, avec plaisir, pas de problème. Maintenant, on aimerait savoir, parce que déjà ta jeunesse a été chaotique, pas possible, mais comment de ta jeunesse t'as fait... Déjà, en quelle année t'es arrivé en France? Je suis arrivé en France 2 fois. Ah, tu es arrivé 2 fois? Je suis arrivé en France 2 fois. D'accord. Et de ta jeunesse, est-ce que tu peux nous expliquer, une fois que ton père t'a sorti justement des travaux forcés, à justement ton arrivée? Tu sais, quand l'homme marche, il faut avoir l'esprit spirituel. Aujourd'hui, je vais te dire que tout ce qu'on fait là, ça passe par l'esprit. Moi, je ne m'entendais pas aujourd'hui d'être assis dans un parc au milieu des arbres pour que mes enfants viennent m'interviewer pour dire, raconte un peu ta vie. Si ce n'est pas l'esprit qui le veut, ça n'arriverait pas. Donc, comme mon père m'a dit de ne pas partir à l'école, parce que j'étais grand, j'étais déjà vieux lorsque j'ai été à l'école primaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon père qui m'a envoyé à l'école. Mon père m'a dit, je suis un couturier. Moi, je suis tailleur. C'est de ce tailleur-là que j'ai quitté pour se cacher pour aller à l'école. À l'entrée de 1949-50, c'est au mois de juin 1949 que je me suis inscrit au camp militaire à l'école primaire pour faire ce qu'on appelle le CP1, cours préparatoire première année. CP1, ouais. Tu avais quel âge? J'avais dans les environs de 15 ans. Pardon, 15 ans en CP? Oui. Ben, 15 ans en CP? Je le dis parce que si j'ai quitté les travaux forcés, je suis rentré, j'ai fait les travaux forcés à l'âge de 13 ans. Ah oui. Jusqu'à quitter les travaux forcés en 1947, ça fait combien? Mais ça veut dire que tu ne savais ni lire ni écrire? Non. Je ne comprends pas le français. Ah ouais? Je n'ai jamais exprimé, même pas en bambara, qui était d'abord la langue nationale. C'est le bambara qui était, en Côte d'Ivoire, c'est le bambara qui était la langue nationale. Ah bon? À cette époque-là. Hein? C'est pourquoi la plupart, la majorité de mon âge, Babou, il parle le bambara. Quand tu dis bambara, c'est le djoula, non? Oui. D'accord, ok. Hein? À l'époque, c'était la langue nationale? C'est la langue nationale. C'est là qu'on prend pour faire interprète dans les bureaux administratifs. Quelqu'un qui va poser les questions, on dit, est-ce qu'il comprend bambara? C'est pourquoi dans mon premier livre, j'ai dit, bon, si l'Afrique de l'Ouest peut réussir à s'unir et puis faire la langue, le bambara, pour toute l'Afrique de l'Ouest, ça serait bien. Ah, ça serait compliqué. Chacun défend sa position, chacun défend son ethnie. Oui, mais c'est pas... C'est-à-dire, voilà l'erreur que nous faisons. Le français, ce n'est pas la langue française. C'est quoi là? Ça vient de Suisse. La langue française, qu'on parle français là, ce n'est pas pour la France. Voltaire, il vient d'où? Voltaire vient de Suisse. Mais donc on parlerait quelle langue alors en France si ce n'est pas le français? Ici, tu as comment on appelle? Il y a des jalonnais, il y a des flamands, quelque chose comme ça. Les flamands, c'est ça, on parlerait aussi. C'était des patois alors? Oui,
D'accord, ok. C'est ça. Et on devait, en Afrique de l'Ouest, choisir une langue qui sera bien pour tout le monde, pour tous les bureaux de l'Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir, aucune personne ne peut venir contre nous. Donc, je ne comprends pas tout ça là. Moi, j'arrive, je suis en train d'apprendre où je fais le apprenti tailleur pour... J'ai 3 machines à coudre. Et je dis à mon père, il faut que j'aille à l'école. Il dit, tu ne pourras pas. Parce que tu ne peux pas rattraper les enfants. Ah bah oui, 15 ans, ça fait beaucoup. Effectivement, je ne les ai pas rattrapés. J'ai fait seulement cours préparatoire première année, deuxième année, cours élémentaire première année, deuxième année, les études sont arrêtées. J'ai 21 ans. Ah ouais, ah ouais. On m'a renvoyé. Bon, il me dit, bon, tu as refusé d'être tailleur. Maintenant, tu n'as pas réussi à arriver à faire quelque chose. Allons-y au village. J'ai dit, je ne vais pas au village. Je vais à Abidjan. Et je vais apprendre le français. Parce qu'il faut que j'arrive à connaître le blanc. Mais pourquoi c'était une obsession pour toi de connaître le blanc? Parce que le blanc a l'obsession de faire du mal aux Africains pour le travail gratuit, les plantations d'ananas, les plantations des avocats, les plantations de café qui appartenaient aux Blancs. Les gens travaillaient, ils ne sont pas payés. Ça veut dire que tous les jours, les gens travaillaient gratuitement? Gratuitement. Ils ne sont pas payés. On les donne pas à manger. Et on les frappe? On les frappe. Pour recevoir à manger, il faut que les parents viennent d'ailleurs. Ah ouais, chaud. Ou on vient, on dit, bon, on va dans un village, on prend au moins une vingtaine de personnes, on dit, bon, ceux-là sont engagés pour aller faire 6 mois, par exemple, à Divo, pour travailler. Mais les travaux qu'ils s'en vont faire là-bas, ils ne seront pas nourris, ils ne seront pas payés. Ah ouais, compliqué. Et pendant 6 mois, les gens, avant les 6 mois déjà, beaucoup meurent. Ah ouais. Il y avait des maladies. Les maladies, les maltraitances, les frappes. Et le travail est dur. Et ce type blanc-là, j'ai une obsession de le connaître. Comment il est? Quelle est sa racine? Malheureusement, peut-être Dieu a voulu que ça soit comme ça. Je n'ai pas fait les grandes études. Mais, j'ai dit, je vais aller en France. J'ai commencé, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque je faisais la manutention, il est question comment faire pour travailler dans un bureau. Donc, je paye le dactylographie, ce qui t'appelait les machines. C'était l'ancêtre de l'ordinateur, c'est ça? Oui, les machines à écrire. Et j'ai fait 1 an d'apprentissage et je tapais 60 mots à la minute. Dans 1 minute, je dois taper 60 mots. Et ça, c'était les bases, justement. Oui. Ça, si tu tapes 60 mots, c'est supérieur, ça. Le minimum, c'est 50 mots. D'accord. Et ça, c'était pour être diplômé? Oui, c'est pour avoir ton diplôme. D'accord. Pour taper, pour être secrétaire dans un bureau. Parce qu'à l'époque, le secrétaire, on écrit d'abord. J'appellerais ça aujourd'hui le copieur. Tu copies ce qu'on a écrit à la main, tu copies ça avec la machine. Et puis, tu leur donnes. Et souvent, on vérifie plusieurs fois si tu n'as pas trompé.
Si tu es trompé, tu recommences. Et c'est là, j'ai eu l'idée, j'ai dit, bon, à ce moment-là, il y avait, comment on appelle, la mécanographie, qui était le petit frère, la naissance même de l'ordinateur et de l'ordinateur. Et c'est la mécanographie. Et cette mécanographie, il fait des factures. J'ai dit, bon, il y a des facturiers de mécanographie. Alors, celui qui n'a pas de diplôme, qui a au moins ce niveau que j'ai, s'il a le diplôme de ces mécanographies, il peut travailler dans un bureau. Comme dactylo aussi peut travailler dans un bureau. Et c'est grâce à ça, justement, que tu as pu venir en France. Voilà. Parce que j'ai payé mes cours. Ah, tu as payé tes cours? J'ai payé mes cours. D'accord. J'ai payé ma pension. Je ne suis pas venu en France pour rester. Ah, d'accord. Tu as payé pour pouvoir venir et après repartir. Reparti. Je me suis donné 3 ans. Mais finalement, tu as réussi à venir? Je suis arrivé à Marseille. Au moins, je venais en 1968. De Gaulle a des problèmes avec les étudiants. Et j'ai des papiers étudiants. On m'a pris à Marseille, on m'a mis en prison. Ah bon? Que c'est un renfort que Cohn-Bendit a demandé en Afrique que les étudiants vont venir combattre De Gaulle. Donc tous les étudiants qui arrivaient, on les bloquait, on les mettait en prison, on les fait retourner. On m'a retourné. Mais on m'a retourné, mais j'ai 4 millions de francs CFA qui dort ici. Tu avais économisé, ouais. Qui dort ici. J'ai payé mes cours, j'ai payé ma pension. Donc il faut venir quand même. Je ne veux pas laisser ça comme ça. Arrivé à Abidjan, on m'a renvoyé, je suis parti à Abidjan. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 5 mois, j'ai dit bon, je n'irai pas. C'est là maintenant, ça a été difficile. Mais quand tu es reparti, tu ne pouvais pas prendre l'avion, tu pouvais ni prendre le bateau, étant donné que vous étiez fermé, bloqué. Bon, j'ai les noms dans les archives, déjà, on m'a retourné. Ouais, tu t'es archivé déjà, tu étais déjà noté. Oui, j'ai dit, bon, je ne peux pas prendre l'avion, arriver à l'aéroport, on va m'arrêter. Les bateaux sont arrêtés. Il n'y a que les cargos qui prennent du bois maintenant. Les paquebots, on a arrêté les paquebots en 1968 pour revenir en Afrique. Donc, j'ai commencé par Mali. Ah, donc tu as fait une traversée? J'ai fait une traversée, je suis parti au Mali, je suis parti à Dakar, je suis parti à Mauritanie, je suis parti à Las Palmas jusqu'à Barcelone. Avant d'arriver en France, j'ai déjà fait 2 ans sur la route. 2 ans? Oui. Pourquoi? J'ai quitté Abidjan septembre 1968. J'arrive à Paris en 1970. Mais tu as connu beaucoup de galères sur le chemin? Je n'avais pas l'argent. Ah, tu étais obligé de t'arrêter. Donc, il faut travailler un peu, il faut travailler, il faut faire, comme on dit en Espagne, au bras, c'est-à-dire la manutention. Donc, on fait ça. Et j'ai duré en Espagne d'ailleurs. Et j'ai fait un peu de cours pendant 1 an pour me débrouiller en espagnol, parler un peu. Et j'ai pensé que ce que je vais venir faire ici, si je le connais et que j'ai la langue espagnole plus, ça peut m'aider. Ouais, c'est un avantage. Hein? Donc, arrivé en octobre, j'arrive à Paris le matin, à 5 heures du matin. Le train qui a quitté Toulouse, qui me met à Paris, à 5 heures du matin, j'arrive, je sors là comme une souris qui sort de son trou. Donc, je ne vois aucun noir. Aucun noir? Aucun noir. Aucun. Même déjà à la gare de Toulouse, bon, je voyais, peut-être j'avais vu 2, 3 métis comme ça, mais aucun noir. Donc, j'ai dit, bon, quelque chose se passe là. Je suis là et je suis sorti
du trou de métro. Je vais au 53 rue de Lafayette pour trouver ma pension. J'arrive là-bas à 8 heures. Je présente mes dossiers. On dit non, on ne va pas vous prendre. Devant quelle raison? Parce que j'ai perdu mon argent. Pourquoi tu as perdu ton argent? Parce que je ne suis pas venu au moment précis. Ah, il y avait un délai pour récupérer l'argent? Il y avait un délai. Si le délai est passé, moi je ne savais pas tout ça là. Si le délai est passé, il met la main sur les sous. Et puis, C'est-à-dire que les 4 millions, tu les as perdus? tout. Et je me suis trouvé dans les rues. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, je suis assis là, comme je suis assis sur ce banc-là. Je suis assis là. Il n'y a que la fumée qui me sort de la bouche. Je n'avais pas 5 francs pour vivre dans la journée même. Et d'ailleurs, je n'ai même pas faim. Pendant 3 jours, je suis assis comme ça. Seul noir. Je ne vois personne, je ne vois aucun noir. 3e jour, c'est là un blanc. Il est habillé comme moi, costume, bien habillé d'ailleurs. Il vient, il me dit, vous n'êtes pas clochard, vous êtes étranger. J'ai dit oui, mais c'est pas ça mon problème. Ça fait 3 jours. Il dit oui, je sais que ça fait 3 jours, vous êtes là. On passe ici tous les jours. Regardez la cloche de l'église là-bas. C'est un foyer, il faut aller là-dedans. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tu es resté assis, tu n'as pas mangé? Non. Tu n'as pas bu? Non. Et tu ne voulais pas faire de manche? Comment? Je ne l'ai jamais fait. D'abord, j'ai peur de l'homme blanc, déjà. Parce que j'ai ce que j'appellerais le traumatisme d'un blanc. Dans ma tête. Dans ta tête, tu étais terrorisé à ce moment-là? Et je suis toujours agressif. Parce que je sais qu'il va venir me faire du mal. Oui, j'ai compris. Et j'étais dans le foyer. C'est là le miracle s'est produit. On me dit de payer. Et j'ai dit, bon, d'accord. Mais j'ai dit d'accord. Et je n'ai pas d'argent. Je vais payer comment? Alors, j'ai commencé à me taper les poches. Taper. J'ai mis ma main gauche dans ma poche arrière et je tire 500 pesetas dans un espagnol. J'ai dit, c'est pas possible. Pour cela, je les ai déjà fouillés pendant 3 jours sur la route. Bon, je lui donne, je n'ai rien dit. Il monte, je pensais avoir le reste pour que je puisse sortir un peu au dehors, trouver les gens. Non, rien. Il dit, c'est pas suffisant, mais on vous laisse 3 jours. Bon. 3e jour, c'est-à-dire, je dors bien, mais je ne mange pas. Donc ça fait 6 jours que tu n'as pas mangé alors? Ouais. Mais là-bas dans le foyer ou dans l'église ou je ne sais pas où, ils ne te donnaient pas quelque chose à manger? Il faut payer. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas d'argent. Ils m'ont donné un plat à la réception. Lorsqu'ils m'ont reçu, ils m'ont donné un plat. C'est ce qu'on appelle le plat d'accueil. Après, ils m'ont dit, ton petit déjeuner, tu payes tes 3 repas, tu vas les payer. Comme moi, je sais que je n'ai pas d'argent à payer. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé ma chambre, je suis dedans. Mais ça, je voulais te demander, quand tu es arrivé en France, est-ce que tu parlais le français quand même? Bien sûr, je parlais le français, mais ce n'est pas comme aujourd'hui, je l'exprime. Oui, d'accord. Et c'est ça même qui a fait. Mais en Afrique, j'étais aussi quelqu'un. J'étais déclaré en douane. Tu avais gravé des échelons? Oui. Je gagnais ma vie. Même, mon objectif, c'est d'arriver ici, connaître cette personne-là. Ah ouais, mais toi, tu étais vraiment focus sur les Blancs, en fait. Hein? Mais c'est des mauvaises personnes. Mais pas tous, on ne peut pas dire tout. Non, il ne faut pas dire ça. Est-ce que le noir est mauvais? Il y a des bons
comme des mauvais. Alors, et pourquoi on cible toujours le noir que c'est un bon à rien? C'est une bonne question, ça, d'ailleurs. Pourquoi on dit toujours ça? Pourquoi on cible? On dit, mon Afrique est le berceau de l'humanité. Et on revient en arrière, on me dit que je suis un bon à rien. Pourquoi? Ouais. En fait, ils ont, pas tous, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont voulu dénigrer l'image de Ce l'Africain. n'est pas certaines personnes. Je t'avais donné, est-ce que c'est toi, j'ai donné la charte? Je l'ai. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Oui, oui, tu me l'as donné. Quand on vous donne les choses, étudiez-les. Tous les Blancs, comme tous les Noirs, nous sommes tous pareils. Il y a des moments, moi, je ne connais pas Dakar, j'arrive à Dakar, je suis tombé chez un monsieur qu'on appelle Keita Bambi. J'ai fait 2 semaines chez Keita Bambi. Mais Keita Bambi, qui avait 68 ans, m'a nourri comme son fils. Il n'a pas de femme, il n'a rien. C'est vrai qu'en Afrique, il y a une sorte d'hospitalité, d'accueil. C'est-à-dire, C'est magnifique. quand tu arrives là, en Afrique, quand tu arrives, déjà, tu t'en vas chez quelqu'un, tu as fixé quelqu'un, tu vas chez lui, tu dis, je vais être avec toi. Il est déjà prêt à t'accueillir. Ouais. Il ne posera pas de questions. Seulement, il ne faut pas le trahir pour aller chez quelqu'un d'autre. Je suis arrivé au Mali. La femme que j'ai défendue dans le camion pour arriver, parce qu'il y a un gaillard là qui veut frapper les femmes. Et je lui ai dit, on ne frappe pas les femmes. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Toi, tu es dans la cabine. Nous, on est derrière ici. Et puis, tu descends, tu veux les frapper. Pourquoi? Cette femme-là m'a pris, elle m'a amené chez elle. J'ai passé 1 semaine là, sans payer à manger, rien. Elle me prend le matin, elle me prend la main, elle se promène dans la cour. Elle a un étranger qui vient de la Côte d'Ivoire. Il est bien. Hein? Et si aujourd'hui, on est là et puis on a changé, posez-vous la question. Quelque chose s'est passé. La manipulation date depuis 600 ans. La manipulation que l'Européen et occidental a amenée sur les Noirs, on devait nous changer. Mais ce que Dieu fait toujours est bon. On a gardé quand même nos origines. Hein? Voilà. Vous avez entendu de moi, vous m'avez appelé, quelqu'un vous a donné un numéro, vous êtes venu. Est-ce que je vous ai rejeté? Pas du tout, bien au contraire. Très bien accueilli. Est-ce que je dis, je n'ai pas le temps? Pas du tout. Parce qu'on a encore ces gènes-là dans notre corps. Ça, on ne peut pas le changer. Mais le reste, on nous parle des repas. Regardez entre eux-mêmes, sur l'histoire de l'héritage, ici, quand vous regardez les films, on tue d'abord le premier qui doit être l'héritier, pour que l'héritier là, ça passe par le deuxième, et puis ainsi de suite, et ils s'en vont jusqu'à ils s'anéantissent, sans problème. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, asseyons-nous, on va discuter de ce que papa nous a laissé là, ou ce que maman et papa nous a laissé. On discute. Comment on va le partager? Il n'y en a pas. C'est toujours la force. Et regardez, quand ils se parlent, on dirait qu'ils font la guerre d'abord. Et c'est par là ils arrivent à se comprendre. Or, moi, on va me crier sur moi comme ça. Mais moi, si tu ne te parles pas, parle-moi doucement. Et puis, on se comprend. C'est pourquoi je dis, je vais les connaître. C'est à cause de je vais les connaître, je me suis marié 2 fois. J'ai divorcé. La première, elle était prof.
On a fait 10 ans. J'ai pris ma secrétaire ici à Paris. Elle était ma secrétaire dans le bureau. C'est elle qui est devenue ma femme. Mais elle était blanche. Oui. C'est la deuxième blanche. Oui, mais si tu... Mais je dis pas que tu rejettes les blancs, mais si tu n'aimes pas trop côtoyer les blancs, pourquoi justement tu t'es mis avec une Française, avec une blanche? Pour connaître quelqu'un, si tu n'as pas, on peut... Bon, je pensais qu'en passant par là, mais les blancs peuvent changer. En regardant, prends les filles. Même dans mon travail, j'ai une femme blanche, mais les gens se moquent de moi. Ah ouais. Ça n'a pas été facile. Et dans mon travail ici à Paris, lorsque j'ai grimpé les échelons, arrivé jusqu'aux achats, mais c'était la guerre. C'est-à-dire, je faisais partie déjà des 20 personnes qu'on appelle les 20 personnes des directions qui sont sous les grands. Et je faisais partie de ces gens-là. Mais non. Mais je ne me suis jamais tue. Quand on m'envoie un avertissement, je réponds. Oui, on m'explique quelle cause qui a fait que je reçois un avertissement. S'il n'y a pas de cause devant tout le monde, je n'attends pas syndicat, j'écris d'abord et je donne la copie à syndicat. Donc, j'ai été toujours dans la bataille, c'est-à-dire de mon enfance jusqu'à ma retraite. Ouais. Je me suis retraité, je suis toujours dans la bataille. Parce que quand on fait quelque chose, si les Européens font quelque chose en Afrique qui ne me plaît pas, moi j'ai écrit au président. Ouais. Il a écrit à un président américain, à Reagan, et j'ai eu l'occasion de voir le courrier. Donc c'est vrai ce qu'il dit. Et là, je suis en train d'écrire à Macron pour la candidature de Ouattara en Côte d'Ivoire, parce que c'est lui qui le soutient. Ça tombe bien. D'ailleurs, on va parler de la Côte d'Ivoire parce que... On en parlera après. Non, justement, parce que vu que le temps est tourne, j'ai besoin de comprendre la Côte d'Ivoire aussi. C'est quoi les événements qui ont marqué la Côte d'Ivoire d'ailleurs? En 2001, si je ne dis pas de conneries, ou en 2011 avec Gbagbo, avec les milices, avec tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vraiment un sujet, je te jure, hein, on n'en parle pas beaucoup. Mais on ne peut pas en parler. Mais pour quelle raison? On a besoin Nous, la jeunesse, on a besoin de comprendre tout ça. Parce qu'on ne peut pas en parler. C'est la France. C'est la Banque mondiale. Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que ce que tu dis là, c'est avéré? Oui, moi j'ai un dossier. Et ce dossier, j'ai envoyé les copies. J'ai envoyé les copies à la CPI, j'ai envoyé les copies à l'Union, à l'ONU, j'ai envoyé les copies à la présidente de France, j'ai envoyé les copies à l'Assemblée nationale de France. Et j'ai encore mes copies. Alors, on ne peut pas me dire que ce n'est pas les Blancs. Parce que la Banque mondiale et les Européens se sont assis dans leur coin, ils ont dit il faut remplacer les Ivoiriens par d'autres personnes. Par qui? Comment tu veux remplacer un peuple? Mais tu vas-y voir maintenant, le gouvernement de Ouattara, ce n'est pas les Ivoiriens. Hein? Ce n'est pas des Ivoiriens. Ouattara n'est pas Ivoirien. Son frère n'est pas Ivoirien. C'est les Burkinabés. Et ils ont été payés. Je te ferai plaisir. Demain, tu viens chercher le dossier. Je vais te le donner. Mais ce que je te donne, il faut le lire. Je vais le lire, je vais le relire et je vais le relire. Et on dit, on n'a qu'à tuer Gbagbo. Gbagbo doit mourir parce qu'un nègre ne peut pas réussir à prendre l'Europe en otage. Ils ne sont pas intelligents. Le noir n'est pas intelligent. Donc, je t'ai donné des papiers
c'est des papiers qui sont encore à l'Élysée. Et c'est des articles sur lesquels l'Europe base pour nous maltraiter. Il y a 28 articles sur lesquels l'Europe passe pour commander les Africains. Mais tu te rappelles, c'était en 2011 quand ils sont venus chez Gbagbo pour tirer chez nous? Oui, c'est en 2011 qu'ils ont... Rends-toi compte. Quelqu'un est chez lui. Vous êtes ici. Il y a 10 000 kilomètres à vol d'oiseau qui nous séparent. Et vous prenez l'avion pour venir, un président élu démocratiquement, on bombarde sa maison. Pourquoi il a été élu démocratiquement? Pourquoi ce n'est pas nous qui l'avons mis là? C'est à cause de ça qu'on a bombardé sa maison. Et il est dans la maison. Et on met 18 bombes sur cette maison. C'était compliqué cette période. Hein. C'est encore compliqué jusqu'à aujourd'hui. Non, parce qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des vrais problèmes à cette époque-là. La Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui que la France veut prendre la Côte d'Ivoire. Je prends par exemple l'année 1950, où le gouverneur Pessou était sur la Côte d'Ivoire. Et c'était dur pour les enfants ivoiriens. Et c'est Houphouët qui commençait à s'émerger pour prendre l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec les Senghor et tout, lorsqu'ils ont créé à Bamako le Rassemblement démocratique africain. C'est à Bamako que ça a été créé. Avec Modibo Keïta, Sékou Touré, tous ces gens-là. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un lieu, je ne sais pas pourquoi, la France, l'Europe veut toujours prendre la Côte d'Ivoire, comme au Brésil, par exemple. Et puis, mais les Brésiliens, on les a mis comme aux États-Unis. Les Indiens sont dans leur camp. C'est ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Mais il faut trouver un Africain affronté pour être devant. Et vu le temps qui court, on ne peut pas imposer un blanc. Il faut un noir. Voilà le travail de Ouattara. Ah, tu penses que Ouattara... Je n'aime pas que je pense. Tu dis que Ouattara... Moi, je dis. Voilà. Il a été posé ici par la France. Exactement. Parce qu'ils ont dit, il n'arrive pas. Dans le dossier que j'ai, on dit, il n'arrive pas. Excuse-moi de te couper, mais Ouattara, il a travaillé quand même en Côte d'Ivoire. Franchement, il a fait quand même évoluer le pays. On ne peut pas dire le contraire. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a bien travaillé. Je vais vous dire une chose. C'est pas ça. Parce que quand on dit on travaille là, voilà, on est à Vitry, non? Est-ce que les rues de Paris là, il n'y en a pas ici? Ce n'est pas les mêmes rues qu'on... Non, ce n'est pas les mêmes rues. Est-ce que les rues de Vitry sont sales? Non, elles sont propres. Elles sont propres, elles sont même très très propres. Et pourquoi? Parce que c'est entretenu. Ah. Ah oui. Alors, parce qu'on lui a dit, il faut faire le phare. C'est là, nous, on va s'asseoir. Il construit pour les Blancs. Tu penses? C'est pas que... Moi, je dis. Moi, je ne pense pas. Non, mais parce que ce que tu dis quand même, c'est costaud quand même. Mais, et puis, je l'ai dit. Bon, ce sont tes propos. Après, tu connais mieux que moi, tu es ivoirien, tu sais mieux que moi. Je dis. Les Européens, là, quel blanc qui va venir, si il vient, on dit il faut qu'il aille à Mans. Pour arriver à Mans, il prend l'avion, il s'en va à Mans. Il n'a pas besoin de voiture. Mais aujourd'hui, toi, tu vas, quand tu quittes Yamoussoukro pour aller à Mans, il n'y a pas de route. Quand tu quittes Abidjan pour aller à Bangourou, il n'y a pas de route. Ah, tu vois que dans les villes reculées, il n'y a pas de route en fait? Non, rien. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien.
Il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Donc, C'est pas pour minimiser ce que Ouattara a fait. Mais c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il fait. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Il est sous la direction de personnes au-dessus de lui. Voilà. Et c'est ça qui pose problème. On va arriver au terme de l'émission. Franchement, c'était trop passionnant, mais malheureusement, on n'a pas trop le temps. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un message pour la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce que la jeunesse va me comprendre? Elles vont comprendre. Attention, les jeunes commencent à être éveillés. Voyez, la jeunesse de l'Afrique noire n'aime pas lire. Ça me peine. Aujourd'hui, voyez, c'est la jeunesse africaine qui vient m'interroger. Je n'ai aucun diplôme. Je ne suis pas là pour vous présenter les bacs, des doctorats, des machins. Non. Je suis là pour vous présenter ma tête, simplement. À force de lire, à force de chercher, moi je demande à la jeunesse, je vous demande tous, filles comme garçons, de chercher l'origine, pourquoi les Noirs sont maltraités dans la main des Blancs. Mais pour le trouver, il faut lire beaucoup. Il ne faut pas dire, ouais, on va se réveiller. Parce que si tu ne lis pas et que tu n'as rien vu, tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas te réveiller. Hein? Nos parents qui ont pris, qu'on appelle des vrais guerriers, pour se réveiller, ils s'en vont dans la forêt pour faire les choses qui montrent que voilà ce que Blanc dit, voilà ce que Blanc fait, voilà ce que Blanc fait. C'est là qu'il les fait réveiller. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le Blanc a amené le papier. Le papier qu'il a amené là, ce n'est pas lui qui l'a amené. C'est l'homme noir qui a amené le papier d'abord. Parce que la philosophie, c'est l'homme noir. Les mathématiques, c'est l'homme noir. L'écriture, c'est l'homme noir. Et c'est l'homme noir qui a appris aux Blancs ce que c'est l'écriture. Donc, on devait repartir à la source de notre temps passé pour reprendre nos écritures et savoir ce qui s'est passé. Voilà ce que je vais dire à la jeunesse. À la jeunesse. J'espère que le message sera passé en tout cas. Est-ce que tu as un dernier mot pour les Ivoiriens qui nous regardent et qui seront nombreux justement à t'encourager et à te saluer? Bien, je dis bonjour à la Côte d'Ivoire. Nous ne battons pas avec le gouvernement Ouattara. Jamais. Le gouvernement Ouattara est là pour le pays de Côte d'Ivoire. Mais tu es d'accord avec moi qu'il travaille bien quand même, Ouattara? Travaille bien, je dirais non. Parce que quand tu travailles bien, voyez, dans un pays, quand on dit que quelqu'un travaille bien, tout son peuple, les 3/4 de son pays, meurt de faim. Je dis bien 3/4. Et c'est 1/4 du pays qui vit. Qui vit, ok. Hein? Comment un gouvernement qui travaille bien signe un contrat avec, comment dirais-je, le réseau des avions, comment dire, Corsair, pour que si l'appareil de 1/4 là est malade, il vient se faire soigner ici gratuitement, parce qu'on paye, le gouvernement paye déjà les hôpitaux qui sont ici, les avions sont là, les Corsair sont là pour les envoyer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Ça va changer avec le temps. Il n'y a pas des hôpitaux.
il n'y a pas l'école. Or, c'est ça. Ouais, ça c'est primordial, ça. C'est ça. Donc, ils travaillent bien. Ils travaillent à la façade. Frappe l'œil. Mais derrière l'œil, là, si l'œil est cassé, il n'y a rien qui reste. Ouais. C'est vraiment une expression ivoirienne. Il n'y a rien qui reste. Rien qui reste. Bon, il a fait ce qu'il doit faire. Il a fait ça, qu'il ne faut pas qu'il y ait la guerre. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas la guerre. Bon, Et je n'ai pas un parti politique. Hein. T'es sûr? T'es pas un pro Gbagbo? Non, c'est un terme qui me dérange. Non, tu supportes Gbagbo quand même. Je supporte la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Bah, en espérant que les élections se passeront super bien. Si on veut dire pro là, je suis pro-ivoirien. La Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. D'accord. Mm. En tout cas, j'espère que le message est passé. Je vous remercie d'avoir suivi Mémoire et Identité. Franchement, ça a été très passionnant, mais c'est très court. On n'a pas le temps, malheureusement. On est pris par le temps. En tout cas, Monsieur Blaison, merci beaucoup. C'est un honneur de t'avoir sur notre plateau. J'espère que tu as pris du plaisir quand même. Ben, ouais, je me suis exprimé un peu. Je crois que je vais grossir la nuit en dormant. Parce que j'étais un peu gonflé. Ah non, mais en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi Mémoire et Identité. N'hésitez pas à partager, à liker et à parler autour de vous. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ah, franchement, c'est moi qui vous remercie. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. C'est un honneur de t'avoir interviewé en tout cas.